Bonjour et bienvenue donc dans l'actualité où les certitudes vacillent. Aux États-Unis, la Fed hésite, l'industrie flanche et l'emploi dévisse. À Taïwan, on remballe l'idée américaine de produire des puces made in USA. À Bruxelles, on protège l'acier en sacrifiant la compétitivité. L'Europe, elle rêve d'une défense commune, mais chacun garde ses missiles. Et côté crypto, eh bien ceux qui misaient sur le Bitcoin pour briller cotent désormais moins que leurs jetons. La réalité reprend la main et elle n'est pas là pour plaisanter. Les signaux conjoncturels américains se fragilisent. Après plusieurs mois de résilience, deux indicateurs majeurs, l'industrie manufacturière et l'emploi privé, montrent des signes de faiblesse, plaçant la Réserve fédérale américaine face à un dilemme complexe avant sa réunion des 28 et 29 octobre prochains. Du côté de l'industrie, l'Institute for Supply Management a annoncé que l'indice PMI manufacturier est remonté de 48,7 à 49,1 points en septembre, légèrement au-dessus des attentes. Si cette progression traduit un ralentissement moins marqué de la contraction, l'indice demeure cependant sous le seuil de 50 points, signalant un 7e mois consécutif de repli du secteur. La hausse de la production soutenue par les commandes d'août a été contrebalancée par une baisse des stocks et des nouvelles commandes. Parallèlement, l'emploi continue de se contracter et l'indice des prix reste orienté à la hausse, confirmant des tensions inflationnistes persistantes. À cette fragilité industrielle s'ajoute désormais un marché du travail en net ralentissement. L'enquête ADP révèle en effet que les entreprises privées ont supprimé 32 000 postes en septembre alors que les économistes anticipaient 45 000 créations. Plus inquiétant encore, les données d'août ont été fortement révisées, transformant une hausse initialement estimée à 54 000 unités en une perte de 3 000 emplois. Les destructions se concentrent dans l'hôtellerie-restauration, les services professionnels et la construction, tandis que l'éducation et la santé apparaissent comme les rares secteurs dynamiques. Ces données prennent une importance particulière dans le contexte du shutdown du gouvernement fédéral qui pourrait empêcher la publication du rapport officiel du Bureau of Labor Statistics. En l'absence de cette référence, les chiffres d'ADP deviennent le principal baromètre de l'emploi, renforçant leur impact sur les anticipations des marchés. La combinaison d'un secteur manufacturier en contraction et d'un emploi privé en berne modifie les perspectives de politique monétaire. Après avoir déjà abaissé ses taux en septembre, la Fed est désormais poussée à envisager une nouvelle baisse d'un quart de point en octobre. Les investisseurs jugent que la prudence accrue des employeurs, si elle se confirme, risque de peser sur la consommation, moteur essentiel de la croissance américaine. Ainsi, l'économie américaine donne l'image d'une dynamique à deux vitesses. D'un côté, une expansion globale qui résiste encore. De l'autre, des fragilités croissantes dans l'industrie et le marché du travail. Pour la Réserve fédérale, le défi est désormais clair. Éviter que ces signaux de faiblesse ne se transforment en véritable rupture tout en contenant le risque inflationniste. Taïwan a sèchement rejeté la proposition américaine visant à produire localement la moitié des semi-conducteurs destinés au marché américain. Tian Li-chun, principal négociateur commercial et vice-premier ministre, a affirmé hier que ce scénario 50-50 n'avait jamais fait partie des discussions. Celle-ci portait avant tout sur la réduction des droits de douane, actuellement fixés à 20%, et sur l'obtention d'exemptions supplémentaires. À l'origine de cette controverse, le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick avait affirmé que 95% des besoins américains en puces provenaient de Taïwan et plaidé pour une relocalisation partielle afin de renforcer la souveraineté technologique des États-Unis. Nous devons fabriquer nos propres puces, avait-il insisté. À Taipei, cette idée est perçue comme une menace directe pour l'avantage comparatif et compétitif de l'île. TSMC, leader mondial du secteur, constitue non seulement un pilier économique, mais aussi un levier stratégique connu sous le nom de bouclier de silicium. La dépendance internationale aux puces taïwanaises réduirait le risque d'agression militaire chinoise. Les réactions politiques n'ont pas tardé. Eric Chu, chef du Kuomintang, a dénoncé un projet d'exploitation et de pillage, tandis que d'autres responsables l'ont qualifié de tentative de saper les fondements technologiques de l'île. Cette crispation reflète la tension croissante entre interdépendance économique et rivalité géopolitique. Les États-Unis cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement critique, tandis que Taïwan s'accroche à un rôle vital qui lui garantit à la fois puissance industrielle et protection stratégique. Dans ce jeu d'équilibre, eh bien, chaque puce fabriquée devient un enjeu de souveraineté. L'Union européenne s'apprête à frapper fort pour défendre son industrie sidérurgique. En effet, selon
des sources proches du dossier, Bruxelles proposera la semaine prochaine de réduire de moitié les quotas d'importation d'acier et d'apposer des droits de douane de 50% sur les volumes dépassant ce seuil. Cette décision, qui sera intégrée à un nouveau paquet de mesures industrielles attendu le 7 octobre prochain, vise à protéger un secteur stratégique en difficulté. D'un point de vue technique, le dispositif repose sur un système de mesures de sauvegarde. Ainsi, les importations inférieures aux quotas révisés resteront exemptées de taxes, tandis que celles qui le dépasseront seront lourdement sanctionnées. Ce mécanisme permet donc de limiter l'entrée massive d'acier à bas coût tout en évitant une fermeture totale du marché. Par ailleurs, cette décision répond à une double préoccupation. D'une part, il s'agit de contenir les surcapacités chinoises largement soutenues par des subventions publiques. Et d'autre part, Bruxelles redoute un effet de détournement. Depuis que l'administration Trump a porté les droits américains à 50%, une partie de l'acier qui ne peut plus entrer aux États-Unis cherche à trouver un débouché en Europe. Sur le plan politique et géopolitique, l'enjeu est tout aussi clair. Certes, l'Union européenne a annoncé cet été aux côtés de Washington la création d'une alliance pour les métaux pour coordonner la défense de leurs industries. Toutefois, les producteurs européens restent eux-mêmes pénalisés par les droits américains à l'export, ce qui nourrit une tension persistante entre alliés. Enfin, d'un point de vue économique et monétaire, ces mesures pourraient avoir un effet pervers. En effet, si elles soutiennent les sidérurgistes européens, elles risquent également de renchérir les coûts pour la construction et l'automobile. Or, dans un contexte où la Banque centrale européenne vient à peine d'assouplir sa politique pour relancer l'investissement, une hausse des prix de l'acier pourrait compliquer la lutte contre l'inflation. Ainsi, entre protection industrielle, rivalité commerciale et équilibre monétaire, Bruxelles marche sur une ligne de crête. À Copenhague, le décor était spectaculaire. Une frégate allemande à quai, des renforts venus de Pologne, de Suède, de France, mais aussi des États-Unis et de l'Ukraine. Pourtant, derrière cette démonstration d'unité face aux incursions de drones russes, les divisions des 27 éclatent au grand jour. Réunis au château de Christiansborg, les chefs d'État européens ont répété leur détermination. La Russie nous teste et cela va continuer, a averti la première ministre danoise Mette Frederiksen. Mais au-delà des discours, les obstacles restent nombreux. Chaque pays défendant jalousement sa souveraineté militaire et s'inquiétant de l'influence croissante de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a présenté une feuille de route ambitieuse articulée autour d'un mur anti-drone, d'un bouclier spatial et d'une défense aérienne intégrée. Objectif avoué, rendre les forces armées interopérables et mutualiser les investissements. Mais Paris, Berlin et Rome freinent, rappelant que la défense reste une compétence des États et non de Bruxelles. Les documents ne détectent pas les drones, a tranché le président lituanien Gitanas Nausėda, résumant l'impatience des pays de l'Est. La question budgétaire complique par ailleurs le tableau. Alors que les caisses nationales se vident et que Washington se désengage de Kiev, l'Union européenne réfléchit à utiliser les actifs russes gelés pour financer 140 milliards d'euros d'aide en 2026-2027. Une idée politiquement explosive, mais jugée pragmatique par certains. En réalité, les Européens parlent autant d'eux-mêmes que de l'Ukraine. Loin de dissuader Moscou, ces divisions offrent au Kremlin un avantage stratégique, celui de tester sans coup férir la résilience d'un continent toujours à la recherche d'une véritable défense commune. L'euphorie estivale des trésoreries en crypto-monnaie s'est transformée en gueule de bois automnale. Après des mois de frénésie, le marché sanctionne la répétition d'un schéma trop simple, lever du capital par émission d'actions pour accumuler du Bitcoin. En théorie, la stratégie promettait diversification et levier de valorisation. En pratique, elle a engendré dilution, désalignement et désillusion. Selon K33 Research, les achats de Bitcoin par les entreprises ont ralenti au plus bas depuis avril. Plus inquiétant encore, près d'un quart de ces sociétés se négocient désormais sous la valeur de leurs propres jetons. Autrement dit, le marché applique une décote de holding inversée, leurs actifs valent plus que leur structure. De surcroît, la multiplication des levées privées a saturé la demande, la surabondance d'actions émises excède la capacité d'absorption des investisseurs institutionnels. Mécaniquement, l'écart se creuse entre les acteurs bien capitalisés qui conservent une prime et les suiveurs opportunistes qui s'effondrent. Exemple emblématique, Stratégie, ex-MicroStrategy, qui a perdu 20% ce trimestre, tandis que d'autres mid-cap bitcoinisés ont vu leur cours divisé par 2. Et pendant ce temps, eh bien, l'indice Russell 2000, symbole d'un capitalisme terre-à-terre, s'est lui apprécié de 12%. Moralité, mieux vaut vendre des tracteurs que des rêves blockchain. Alors certes,
Le Bitcoin a progressé de 6% sur la période et l'Ether de 68%, mais paradoxalement, les sociétés censées profiter de cet envolée s'écroulent prisonnières de modèles de financement inadaptés. Le secteur entre désormais dans une phase darwinienne, fusion-acquisition pour les solides, illiquidité et storytelling périmé pour les autres. En somme, la trésorerie en crypto-monnaie n'est plus une martingale, mais un révélateur brutal. Seules les entreprises capables d'adosser leurs jetons à une gouvernance robuste survivront. Les autres auront prouvé une fois de plus que la spéculation tient rarement lieu de stratégie. Regardons un instant ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et globalement, ils seront attentifs à la publication outre-Atlantique des commandes à l'industrie et tout à l'heure à 11 heures, ils surveilleront de très près l'adjudication des obligations souveraines françaises et notamment de l'OAT à 10 ans. Regardons désormais ce qu'il s'est passé sur les grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier et en Europe, les principales places financières ont terminé en hausse hier, soutenues par la forte progression du secteur de la santé. Je vous rappelle que l'accord conclu entre Pfizer et l'administration américaine prévoyant une baisse des prix des médicaments en échange d'allègements tarifaires a déclenché un rallye sectoriel. L'indice santé du Stoxx 600 a bondi de plus de 5,2%. À Paris, dans ce contexte, le CAC 40 a progressé de près de 1% à 7 966 points. À Londres, le FTSE a gagné 1,12% et à Francfort, le DAX s'est apprécié de 1,13%. L'Eurostoxx 50 a pris 1,05% et le Stoxx 600 1,21%. À Wall Street, les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets stimulés par un rallye du secteur pharmaceutique. Amgen et Merck ont bondi de plus de 5%, entraînant le Dow Jones à un deuxième record consécutif. Pfizer, Thermo Fisher et Biogen ont également figuré parmi les meilleures performances du S&P 500, tandis que le Nasdaq a progressé, lui, de 0,4%. Cette dynamique s'est imposée malgré des vents contraires, la paralysie partielle de l'administration fédérale et un rapport ADP révélant la suppression inattendue de 32 000 emplois privés en septembre. Ces indicateurs, tout en suscitant la crainte d'un ralentissement, renforcent la probabilité d'une nouvelle baisse de taux par la Réserve fédérale américaine, confirmant la prudence des investisseurs face à un marché tiraillé entre croissance et risques conjoncturels. Enfin, les contrats à terme sur le pétrole brut ont continué de céder du terrain hier sous l'effet de la perspective d'une nouvelle hausse des quotas de production de l'OPEP+, et de l'augmentation des exportations depuis le Kurdistan. Le cartel, composé de l'Arabie Saoudite, de la Russie et de 6 autres membres, doit se réunir virtuellement ce dimanche. Si les marchés anticipaient jusqu'à présent une hausse modeste de 137 000 barils par jour, certains analystes évoquent désormais un ajustement bien plus important jusqu'à, tenez-vous bien, 500 000 barils quotidiens, ce que l'OPEP a pour l'instant qualifié d'information trompeuse. Toujours est-il que dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a perdu 0,97% à 65,35 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison novembre, il a dû reculer de 0,94% à 61,78 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 2 octobre 2025 et juste après, comme convenu, eh bien, nous retrouverons le Chronodax d'Éric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.